Donc, bonjour à tous ceux qui n'étaient pas là ce matin. Bonjour à toutes les personnes qui étaient là ce matin. Avec Sébastien, on a vraiment plaisir à vous retrouver quasiment tous les 2 jours, là, donc 2 fois dans la même journée pour aujourd'hui, mais à vous retrouver tous les 2 jours et à vous partager des présentations. Hein. On a déjà eu fait par euh, fin de semaine dernière et début de cette semaine les smart grids, les smart cities, ce matin un petit peu des généralités sur les fibres optiques, les connecteurs, etc., la soudure. La soudure, cet après-midi, ce sera donc plus orienté sur tout ce qui est mesure et contrôle sur les fibres optiques. Alors moi, je vais juste vous donner des petites indications de fonctionnement, enfin comment on essaie de fonctionner. Vous avez en principe 2 petits boutons en bas de l'écran ou en haut de l'écran en fonction de votre paramétrage. Q et R, donc questions et réponses. Donc là-dessus, on vous propose de vraiment poser des questions par rapport aux présentations, par rapport à ce que vous voyez, enfin voilà, des questions techniques, des questions pas aussi pédagogiques. Hein, voilà. En fin de présentation, je balayerai les questions et je les soumettrai donc à Sébastien, hein, en essayant de vous apporter une réponse. C'est peut-être pas la seule réponse, c'est peut-être pas la vérité qu'on détient non plus, mais voilà, on essaye que ça soit informatif. Et autrement, vous avez également un petit euh, excusez-moi parce qu'on m'écrit en même temps sur le chat, donc, et je lisais, voilà. Donc, en même temps, vous avez un petit bouton qui s'appelle Converser. Hein. Converser, c'est un petit chat en ligne. Un petit chat en ligne, en fait, où vous pouvez donc, pareil, converser. Voilà. Donc, utilisez plutôt questions-réponses sur questions techniques, pédagogiques, didactiques sur la présentation et le converser pour nous dire bonjour, pour nous dire que c'était bien, que c'était pas bien, ou qu'on pourra approfondir telle ou telle chose. Voilà. De ce pas, je ne vais pas monopoliser plus la parole et je vais la donner à Sébastien. Alors, juste pour un peu éviter d'avoir trop d'encombrement de bande passante, je vais arrêter ma vidéo hein, et je la remettrai donc à la fin. Voilà. Allez, Sébastien, je te laisse la parole et j'espère que ce sera toujours aussi bien. Enfin, j'en suis sûr même que ce sera toujours aussi bien. Allez, à toi. On va essayer. Donc voilà, moi je me présente, je suis enseignant sur le lycée Léon Chiry-Sagras. J'avais eu l'idée pour mes élèves de faire des visioconférences. Le problème, c'est que toutes les plateformes actuelles ont quand même des grosses difficultés dans l'éducation pour fonctionner en masse. Donc j'ai eu le plaisir de demander à ERM de savoir s'ils pouvaient me donner la main là-dessus et donc me laisser à disponibilité leur plateforme Zoom. Donc, ce qu'ils ont fait super sympathiquement. Et donc, en plus, ils m'ont mis du monde pour m'aider derrière à répondre aux questions. Et donc, ça, c'est génial. L'idée de départ, c'était pour mes élèves. Et après, c'est vrai qu'on s'est dit qu'il était intéressant d'essayer de faire partager à tout le monde si ça pouvait aider. C'est toujours ça. Alors, loin de nous de l'idée d'avoir la parole juste et d'être certain à 200% voilà, d'avoir raison tout le temps. Hein. On n'est pas spécialement obligé d'avoir raison, d'où l'intérêt en fait, de communiquer par les conversés, par les questions-réponses, par le chat pour ceux qui sont sur YouTube. L'idée, c'est vraiment d'avancer tous ensemble et pourquoi pas un jour de créer un gros site de partage. Je sais qu'on a cette idée-là avec les collègues de chez ERM d'avoir un gros site de partage pour les enseignants et voire même les élèves dessus. Donc, on pourrait rallier tous nos points forts et ainsi de suite. Donc là, nous, on a proposé une série de webinars qui nous paraissent dans l'air du temps et qui a un intérêt. Aujourd'hui, le webinar, c'est un peu la suite. On était sur la fibre optique ce matin. Là, c'est pareil, ça va être un petit webinar, ça va pas être un gros webinar. On ne va pas rentrer dans des grandes notions de réflectométrie voire même de photométrie. On va rester quand même sur un niveau bac pro, spécifiquement bac pro. C'est juste avoir ces notions-là pour qu'on se rende compte de certaines choses où on a fait des essais avec nous, avec les élèves. On a fait pas mal de choses en réflecto il y a pas longtemps. On s'est rendu compte de plein de petits problèmes. Donc, il a fallu que, pour faire des mesures, il a fallu qu'on fasse des expérimentations. Donc, voilà, c'est plutôt un retour d'expérience qu'un cours banalisé sur la réflectométrie. Il y en a plein sur Internet, des cours sur la réflectométrie. Il s'avère que
moi, j'ai trouvé des difficultés à les mettre en exergue sur nos installations, parce que nos installations, on a un problème de distance. Donc voilà, on va y aller de suite. Pardon. Donc, alors petite présentation. Après, ce sera beaucoup de petites vidéos qui ont été faites, pardon, avec mes élèves. Hein. Ce que je disais ce matin, je trouve ça très très ludique de faire des vidéos du geste professionnel ou de ces mesures comme ça avec les gamins qui filment, parce ils se mettent vraiment dedans, ils ont vraiment envie que ça soit bien fait. Donc, ils vont vraiment rechercher, comprendre et donc aller plus loin que si on leur demandait simplement de faire un test. Donc, ils vont vraiment y prendre part et essayer d'avoir la meilleure vidéo. Hein. Ça, c'est devenu un peu un concours entre eux, hein, d'ailleurs, hein, savoir qui a fait le meilleur film sur telle ou telle activité. Donc voilà, pour moi, ça fait partie de l'apprentissage et du geste professionnel. Ça fait partie des savoir-être, entre autres, hein, parce que ça nécessite une rigueur, hein, pour le faire. Donc on verra, hein, ce n'est pas des professionnels de la vidéo, c'est comme ça, hein, moi non plus, je ne le suis pas. Donc ils ont fait pour moi un très très beau travail. Donc voilà, je voulais les remercier parce qu'ils sont sur YouTube en ce moment. Donc voilà, je remercie aussi tous mes élèves d'avoir participé à l'élaboration de ces petits webinaires. Donc, premier principe, la photométrie, donc la réflectométrie. Donc, on fait ce qu'on appelle les recettes de lésion fibre optique. C'est pour valider le fait qu'elle fonctionne, hein, donc son opérationnalité en termes de budget optique total. Mais aussi, ça doit nous amener un peu plus d'informations. Je parle pour la réflectométrie, hein, et pour la photométrie aussi, au niveau de l'affaiblissement par rapport aux différents connecteurs qu'il y a dans l'installation et aux différentes épissures qu'on aura exécutées. Donc s'assurer aussi, bien entendu, si possible, en fonction de la longueur de la lésion, que le câble supporte aucune contrainte sur son parcours, parce que l'avantage, c'est qu'on va s'en rendre compte, de surcroît encore plus avec la réflectométrie. Si on a un rayon de courbure trop important à un endroit, la réflectométrie va le ressortir. Donc, en fait, bien entendu, c'est que l'essentiel, comme c'était ce que je l'ai écrit, hein, c'est pas d'avoir une liaison fonctionnelle le jour de la mise en service. C'est bien que ça soit fonctionnel le jour de la mise en service, mais il y a aussi en fait des contrôles qui peuvent être des contrôles réguliers pour voir si la fibre, le mode d'installation de la fibre ne pose pas de problème par la suite. Je parle par exemple souvent des fibres mises en aérien qui ont une tendance à pouvoir se dégrader plus rapidement que des fibres, bien entendu, qui sont en souterrain. Sauf si les souterrains sont inondés, comme c'est arrivé à côté de chez moi, où en fait, on a eu des problèmes sur toutes les gaines de protection. Et au bout d'un moment, il y a de l'usure. Hein, donc cette usure fait qu'on a des ruptures et que ça pose des soucis. Donc voilà, comme je le disais tout à l'heure, là, je suis en partage 4G pour faire ce webinaire-là parce que ma fibre optique, pour l'instant, ne fonctionne pas, mais a priori, ce n'est pas la mienne. Hein. C'est le GPON complet là, qu'on a, qui a priori est tombé. Donc je ne sais pas si c'est une surcharge au niveau des serveurs dû au confinement ou si c'est encore une fibre qui a lâché. Mais bon, voilà, en 4G, ça a l'air de passer. Donc, cette première catégorie de mesures consiste à injecter donc, la photométrie. Ça consiste à injecter donc, un rayonnement lumineux, donc une source, hein, ce qu'on appelle une source, et déterminer la quantité de lumière qui va en sortir de la fibre, voir par rapport à ce qu'on injecte, ce qu'on récupère de l'autre côté, et voir quel est justement l'affaiblissement entre les deux valeurs. Alors, pour ça, bien entendu, ce qu'il faut faire très attention, c'est que c'est quelque chose qu'on voit rarement, et parce que ça nous coûte un peu cher aussi, hein, c'est de faire étalonner tous nos appareils. Dans l'éducation, c'est vrai que quand on a acheté l'appareil, ça nous a déjà coûté assez cher. Et après, derrière, c'est vrai qu'il faudrait normalement le faire étalonner régulièrement, justement pour éviter d'avoir des mesures fausses, en fait, et on va se retrouver avec un taux d'affaiblissement supérieur à ce qu'on peut avoir, ou inférieur à ce qu'on devrait avoir. Donc, il va falloir faire étalonner ces appareils. Donc en fait, on fait des étalonnages en fait, à partir de cordons qui ont une valeur mesurée très précise. C'est pareil, ces cordons-là, ils coûtent cher, et ces cordons-là, il faut aussi les changer régulièrement. Ce n'est pas parce qu'on en a acheté un il y a 3 ou 4 ans que maintenant, ils soient encore pile poil en état et que sa valeur, qui était très précise au départ, elle n'ait pas fluctué avec le temps, avec l'usure, avec le mauvais traitement qu'on a pu lui faire aussi au fur et à mesure du temps. Donc en gros, la photométrie, pour moi, alors là je dis bien que c'est pour moi, c'est un des seuls vrais contrôles qu'on peut exécuter dans nos ateliers. Hein. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'ai commencé par dire, hein, c'est-à-dire que la réflectométrie nécessite des longueurs assez importantes pour commencer à voir les événements apparaître.
En photométrie, on a l'avantage de pouvoir faire des contrôles de courte distance. En réflecto, en général, dans nos ateliers, quand on a des liaisons on va dire même de 20 mètres, on a une liaison fibre de 20 mètres, pour faire une réflecto qui a un sens sur une liaison de 20 mètres, moi je trouve qu'on n'a pas grand-chose. Après différentes recherches, il y a plein de sites sur la fibre qui existent et qui disent qu'en fait, il faut à minima une cinquantaine de mètres pour commencer à avoir quelque chose de retour en réflectométrie. Donc, le principe de base, c'est que nous, c'est une décision qu'on avait fait académiquement avec l'inspecteur, c'est-à-dire qu'on avait les MELEC et les SN. Les MELEC, ils étaient surtout sur l'utilisation de la photométrie, et les SN faisaient de la photométrie jusqu'en première, et en terminale touchaient la réflecto. Moi, j'ai fait un peu de réflecto. J'ai la chance d'avoir sur le bac pro MELEC donc, un réflectomètre pour pouvoir faire des essais. Donc, j'en fais avec différents niveaux. Ça dépend des jeunes, en fait. On a des jeunes qui sont bien en avance là-dessus, qui ça leur plaît. Donc, pourquoi les arrêter? J'ai fait un peu de réflectométrie avec des secondes, comme avec des premières ou des terminales. Mais voilà, le principe de base de la réflectométrie, c'est que dans nos ateliers, ça reste très, très compliqué. Donc, la photométrie, elle, ces appareils, vous en avez déjà vu, il y en a plein de différents. Les JDSU, vous avez les Flux Networks, vous en avez plein qui sont les habitués, de nos ateliers. Donc, en fait, on insère là, avec ce câble-là, on vient justement faire la mesure pour faire pardon, je vais y arriver, de la photométrie. Donc, par contre, quand on fait de la photométrie, on est obligé de rajouter des cordons de brassage. Alors, je l'ai écrit pourquoi? Parce que c'est vrai que quand on rajoute un cordon de brassage, on a eu le cas avec des jeunes juste avant le confinement, où on faisait des tests sur notre smart grid, qui est relié entièrement en fibre optique. Et à un moment donné, j'ai une équipe de jeunes qui testent leur liaison. Putain, monsieur, il y a un problème. Pourtant, la soudure, on l'a fait propre. Le PTO était bien monté. Les connecteurs sont bien montés. Enfin, tout est bien monté. Et on avait un taux d'affaiblissement qui n'était pas bon du tout. Et en fait, c'était simplement la jarretière qui avait un problème. Donc, en fait, s'il faut bien penser, même en photométrie, c'est un peu comme les testeurs LAN qu'on utilise pour faire les certifications de réseau cuivre. Il faut bien avoir testé en fait obligatoirement ces jarretières aussi, savoir si on a une jarretière qui n'a pas été abîmée, parce que la fibre, il y a des fois on ne le voit pas, mais elle peut être très très abîmée à l'intérieur parce qu'elle a été énormément étirée. Et alors, ça ne se voit pas directement comme ça quand on pose la jarretière, mais on peut avoir le cas de figure où ça vient nous faire une perte, voire même une perte totale de signal en fait de fonctionnement. Donc ensuite, les grands principes de la mesure par réflectométrie, ce qu'on appelle la technique de la rétrodiffusion. Donc, comme toute technique, ça possède ses limites. Pour une mesure d'affaiblissement linéique sur fibre, soit la plus proche de la vérité, il est nécessaire d'avoir, donc, ce que je vous disais, une distance suffisante pour pouvoir faire une mesure de réflectométrie. Alors, à ça, on arrive quand même un peu à tricher dans les ateliers, mais une longueur d'analyse est importante, c'est-à-dire que normalement, ce qui est en gros défini, en multimode, on essaye de faire plus de 30 à 40 mètres, et en monomode, il faudrait normalement 150 mètres. Alors le problème, c'est vrai que dans nos ateliers, 150 mètres de fibre, mis à part entourer tout le plafond et redescendre sur les appareils qui sont généralement quand même pas très très éloignés, ça devient très compliqué. Donc, vu que si le réflectomètre ne possède pas suffisamment de points d'analyse à l'écran, d'accord, c'est vrai qu'on va avoir du mal à afficher, et c'est ce qu'on voit souvent, c'est-à-dire que quand on se retrouve sur des mesures directement en mètres linéaires, avec des points en mètres linéaires, sur nos installations, il y a des fois, on va avoir des petits problèmes. Je vous montrerai les petites vidéos qu'on a fait justement sur la réflecto, qui peuvent nous poser pas mal de soucis. Donc voilà l'exemple type de ce qu'on peut ressortir sur un OTDR. C'est un tracé typique. Donc on a l'affaiblissement linéique, on a une vision sur une épissure, d'accord. On a l'épissure mécanique. Alors j'aime bien ces épissures mécaniques, j'en ai parlé ce matin.
C'est-à-dire qu'une épissure mécanique, c'est voilà, la soudure mécanique, c'est quelque chose qui doit être fait vraiment comme maintenance palliative, hein, et dire on devra repasser derrière rapidement pour refaire quelque chose de plus propre, parce que c'est pas quelque chose qui tient la distance. Donc, au niveau de... Ah, il me manque un bout de la présentation, vous voyez, un premier défaut. Je ne l'avais pas vu. Il me manque des choses sur la présentation. Donc, ça va être un peu plus compliqué, mais ce n'est pas grave, on va continuer. Donc, l'idée de cet après-midi, c'était pour moi pour montrer à mes élèves en fait, les différentes possibilités qu'on avait de contrôle multiniveau, hein, seconde, première ou terminale. Le premier contrôle qu'on peut tous faire facilement en faisant là aussi attention, puisque c'est quand même, les localisateurs de défaut sont quand même des stylos laser, donc il faut quand même faire très attention. Donc voilà l'exemple type, là ils viennent faire un essai. Alors nous on a un peu triché, je vais vous expliquer le pourquoi. Comme je vous disais, pour qu'on ait une réflecto, on puisse faire avec le même montage plusieurs vidéos de réflectométrie. On est parti sur notre bobine d'amorce, donc c'est une bobine d'amorce de 250 mètres, donc qui va éviter la zone morte du réflectomètre. On arrive sur un PTO, on part sur de la fibre, on a fait une soudure pour repartir sur un autre rouleau de fibre, on a refait normalement une soudure pour arriver de nouveau sur un autre PTO, et après du PTO, on repart encore sur un rouleau de fibre pour arriver sur notre dernier PTO et arriver sur notre bobine d'amorce numéro 2. Donc, et où on voit ici, bien entendu, l'arrivée du stylo, hein, qui montre qu'on a bien le passage de la lumière, de la fibre qui part de la bobine d'amorce jusqu'à la bobine d'amorce numéro 2. Alors, c'est vrai que ce montage, c'est un montage qui est irréaliste, hein, il faut être honnête, on a 3 PTO sur la longueur, mais en fait, le PTO, c'était juste pour montrer en fait, la connectorisation, c'est ce que j'avais sur place à l'atelier pour le faire, hein, donc on peut appeler ça du bricolage. Voilà, on a fait des rajouts de longueur, comme ça on a pu avoir après sur le réflectomètre justement des événements qui soient bien marqués et qui nous permettaient d'avoir une certaine longueur suffisante pour que la réflectométrie puisse fonctionner correctement. Donc, sur le réflectomètre que j'utilise, on a aussi le localisateur de défaut. Alors, c'est le même principe. Grossièrement, ces réflectomètres, je les aime bien parce que déjà, le prix est plus qu'agréable pour un réflectomètre, hein. Et à côté de ça, on a l'avantage d'avoir plusieurs fonctions. Donc là, on a ce qu'ils appellent la VFL, hein, donc c'est pareil, c'est la localisation de défaut visuel. Donc on peut faire clignoter le signal et on voit ici, par exemple, sur la soudure qu'on a quand même un beau défaut au niveau de notre soudure, hein. Donc on a quand même pas mal de pertes au niveau lumière qui devraient normalement se voir ressortir après à la réflectométrie, hein. Ensuite, on a fait des tests. On a fait des tests marrants avec le photomètre du réflecto, justement, en se mettant sur la photométrie, où on est parti sur le même enroulement de bobine, hein, et on y a envoyé le stylo laser pour justement montrer qu'à un moment donné, la source lumineuse, elle avait une importance. Pourquoi ? Parce que cette source lumineuse, bien entendu, c'est celle qui va nous permettre de vérifier qu'on est bien quelque chose. Là, on se retrouve avec un moins 3,7 dB. Voilà, c'est une valeur. Derrière, je leur ai demandé justement de changer les longueurs d'onde pour voir ce qui se passait. Donc, tant que notre appareil n'est pas réglé sur la longueur d'onde qui est émise par la partie du stylo, on peut se retrouver avec n'importe quelle valeur. C'est souvent ce que moi je voyais dans mes ateliers, c'est-à-dire que les jeunes faisaient des essais. Alors j'ai plusieurs photomètres, j'ai la chance d'avoir plusieurs boîtiers photométriques avec plusieurs sources lumineuses. Ils faisaient des essais, des mélanges, et en fait au final ils n'avaient jamais le bon réglage qui allait bien, et on se retrouvait donc avec des valeurs là, qui varient de 3,7 jusqu'à quasiment 11. On l'a vu tout à l'heure, le 11. On arrive carrément à 11 dB. Donc ça montre en fait qu'il y a vraiment une corrélation à avoir entre la source et le récepteur de ce photomètre. Alors, le principe qu'on avait, c'est de dire on va essayer de faire des tests de photométrique. Alors,
ces réflectos sont super sympas à utiliser parce qu'ils sont café d'options, ils ont plein d'options. Leur prix est super agréable aussi, donc c'est vrai que pour travailler avec des jeunes en bac pro, c'est super bien. Je pense que la définition des événements après, en prenant de la haute qualité sur un OTDR de haute qualité, je suppose qu'on doit avoir quand même d'autres solutions. Vous voyez, là, il a raté la touche. Hein, c'est des élèves, c'est du live, donc c'est comme ça. Voilà, là, on va lancer en fait une réflectométrie sur notre bobinage avec nos 3 PTO justement pour voir le signal attendu et les événements qu'il possède. Donc, on va se rendre compte que, alors ça, c'est une analyse fixe, hein, c'est ce que moi j'avais appelé l'analyse fixe dessus. C'est-à-dire qu'en fait, il fait l'étude, il fait l'analyse et après, il nous donne les résultats et il nous donne les événements qu'il a trouvés. Donc, il va nous positionner les événements. Donc, il va nous positionner les événements. Bien entendu, les bobines d'amorce, comme on la montre ici, il faut les rentrer dans les paramètres du réflectomètre. Hein. Si on ne les rentre pas dans les paramètres du réflectomètre, on se retrouve avec le réflecto qui ne sait pas combien il y a de distance. Donc ça se rentre dans notre réflecto. Donc ici, on vous remontre l'installation un peu alambiquée qui a été faite pour qu'on puisse avoir une information de réflectométrie. Je dirais que ça, c'est du point de mesure qui est vraiment une partie d'analyse pure à un instant T. Moi, la réflectométrie, je la vois plus justement comme l'autre option qu'on a utilisée avec le real time, en direct avec une analyse permanente. Et moi, je trouve qu'on peut voir une évolution et on peut justement expliquer aux jeunes l'évolution qu'on a quand on vient déformer un peu une fibre, qu'on vient la tordre, qu'on vient lui mettre un rayon de courbure un peu trop petit. Alors, je me rappelle plus si on l'avait fait sur cette vidéo-là, mais on voyait bien, on en tordait une de fibre et on voyait bien une déformation au niveau de la réflectométrie qui nous permettait, bon, pas de casser de la fibre déjà, c'était simplement de lui mettre un effort un peu supérieur à ce qu'elle devrait prendre. Et derrière, ça nous permettait de voir au niveau de la réflectométrie, justement, qu'on avait un problème. Donc, c'est ce qui arrive souvent dans le déploiement FTTH. Hein. Moi, j'habite dans un domaine, ça a tout été passé en souterrain, donc avec des BPEO qui ont été mis dans les égouts. Mais à chaque fois qu'on a un nouveau propriétaire qui veut passer à la fibre, il y a un installateur fibre qui vient. Donc, c'est en général pas les FAI, hein, c'est des sous-traitants qui viennent et ils vont tirer sur la fibre. On va se retrouver avec des pertes de signal. On va appeler notre fournisseur qui va revenir, qui va dire ah oui, mais là, il y a eu un problème. En fait, il y a une installation qui est encore à l'heure actuelle pas spécialement faite correctement. Et je trouvais que cette réflectométrie, justement, avec le real time, ça permettait aux jeunes de leur montrer attention. Voilà ce qui se passe quand vous pensez que tout va bien. Vous avez tiré un peu fort dessus, mais c'est pas très grave. Voilà, comme d'habitude, comment vous avec le cuivre, voilà, c'est un peu pendu, c'est un peu coincé. Mais voilà, là, c'est pas une tension qui passe, hein, c'est de la lumière. Donc, obligatoirement, toute pression qui est mise sur la fibre, en fait, elle va nous déclencher des affaiblissements et des événements sur la réflectométrie. Alors, un truc qui est important aussi, hein, sur ces. Alors, aujourd'hui, nous allons vérifier par microscope les connexions du boîtier PTO. Sur je vais y arriver, sur cet ODDR, on a une option microscope. Donc, microscope pour aller faire les analyses des différents connecteurs. Alors là, c'est pour faire des analyses de connecteurs femelles. Hein. Donc, on a tous les embouts qui vont dessus au niveau du microscope. On a les embouts SC, FC, LC. On les a tous justement pour faire les connexions. Et comme ça, en fait, on va pouvoir venir voir avec le microscope justement l'état de propreté, en fait, hein, déjà dans un premier temps, l'état de propreté du connecteur. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la fibre optique, elle est bien entendu très très assujettie à la propreté. Donc, si vous avez eu des connecteurs fibres, que ce soit le PTO, que ce soit une jarretière, où vous avez enlevé le bouchon, vous l'avez posé sur une table et vous la connectez après, votre connecteur a été souvent mis sous atmosphère poussière. Donc, ce qui veut dire qu'au final, vous allez perdre en capacité. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir de la poussière qui va s'être mise devant la tête du connecteur. Donc, un petit outil comme ça,
qui est un tout petit outil d'analyse. C'est un petit microscope. Il n'y a pas grand-chose dessus, en fait. Vous avez un zoom de lentille, en fait, et un contraste dessus. Et vous allez vous connecter donc en USB au réflectomètre. Vous allez vous servir du réflectomètre justement pour pouvoir utiliser la vision. Donc en fait, là, il vient se connecter au port SC, donc du PTO, et il va commencer à faire ses réglages justement pour venir voir la tête du connecteur. Donc au niveau de la tête du connecteur, donc ici, il y a le réglage qui est ici, le contraste et la lentille qui est là. En fait, ils vont venir ici arriver à avancer avec des réglages différents pour voir correctement le connecteur. Donc le réglage est, par contre, là, pour le coup, il faut être assez précis. C'est-à-dire qu'on rate très très vite la lentille, parce que c'est-à-dire qu'on va tourner les molettes, et en tournant les molettes, un tout petit bout de réglage est très compliqué. C'est-à-dire qu'un tout petit réglage de trop, paf, on passe de l'autre côté et on n'a pas vu passer correctement la lentille. Donc c'est vrai que c'est un peu long au niveau de la mise en place, mais pour moi, je trouve que c'est assez sympa de voir le connecteur. Vous voyez, là, on le voit. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, parce qu'avec mes problèmes de connexion, je vais zoomer. Voilà, on voit ici, hop, hop là, voilà. On voit ici le connecteur, donc on peut voir s'il est sale, s'il y a un fil dessus, parce que là, il faut voir qu'on est en très, 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 très augmenté. C'est-à-dire que s'il y a une petite poussière dessus, s'il y a n'importe quoi, un cheveu, un bois qui est passé dans le connecteur parce qu'ils ont poussé avec un essai mal, ils ont poussé dedans, ils ont rentré des trucs qui n'allaient pas. Donc voilà, ça c'est le principe de base où justement, c'est des petits contrôles qui sont faisables. Alors, ça nécessite un réflectomètre dans mon cas parce que je l'ai. Après, il y a des microscopes qui existent sans réflectomètre. Mais c'est vrai que je trouve que c'est sympa pour que les jeunes prennent en main ces appareils de mesure, où souvent, ce n'est pas leur grand truc de dire on va faire de la mesure. Ils préfèrent faire de l'installation. Et la mesure, pour eux, tout marche à chaque fois. Ils savent que tout va marcher. Là, voilà, il faut faire juste les essais. Donc là, il fait le deuxième connecteur. Voilà, il voit les choses qui peuvent se passer s'il y a une saleté ou pas. Donc, ça, c'était pour le contrôle microscopique avec un réflecto, mais j'ai trouvé ça sympa. Une des dernières choses qu'on va dire, j'avais promis d'être court, je vais être à une demi-heure, c'est ce qui était prévu. Les bobines d'amorce. Alors, les bobines d'amorce, il y en a plein de différentes, de longueurs, bien entendu. Après, monomode, multimode, il ne faut pas non plus se tromper, ça c'est sûr, on est d'accord qu'il faut utiliser la bonne bobine d'amorce. C'est des éléments essentiels dans la chaîne de mesure de la réflectométrie. Et en fait, c'est même plus que c'est une question. On répond en fait à une question qu'on nous avait déjà posée sur les bobines d'amorce. C'est pour ça qu'on en a fait une petite page. C'est essentiel dans la mesure en réflecto. En fait, leur usage elle est obligatoire pour valider et certifier un réseau fibre optique. La bobine d'amorce, pour fonction, elle a de sortir de la zone morte de départ. C'est-à-dire que un réflectomètre, il n'est pas capable de mesurer directement en sortie donc au tout début de sa sortie, plus exactement. Donc, il va être obligé de prendre une mesure, un temps, pour pouvoir avoir une mesure qui soit correcte et voir les événements qui vont se passer. Donc, l'avantage, c'est en rajoutant une bobine d'amorce, on va sortir de cette zone morte, c'est-à-dire qu'on va être capable de prendre tout de suite en compte le premier connecteur d'entrée de notre installation, puisqu'on sera en dehors de la zone morte. Ça veut dire qu'on va avoir notre bobine d'amorce et ça sera notre premier connecteur qui sera directement testé, qui va donc nous générer son premier événement. Donc, en fait, ça va être important pour avoir justement ces valeurs de perte. Donc, les bobines d'amorce, comme je le disais, moi j'utilise des 250 mètres. Voilà, c'est celles que j'ai trouvées en rapport qualité-prix courte qui sont sympas. Après, vous avez des bobines d'amorce qui peuvent aller sur un test de réflectométrie urbain. Ça va être des bobines d'amorce de 2 km. Ça va être en général ça. Ça va être des bobines d'amorce de 2 km pour avoir quelque chose qui tient la route. Nous, à 250 mètres, avec nos petites installations, on commence déjà à avoir pas mal de mal à faire des mesures de réflectométrie quand on n'a pas de grande longueur. Donc, comme promis, chose due, c'est un tout petit webinaire. J'ai essayé de faire très concis. Je pense que ça a peut-être même été un peu trop concis, je ne sais pas. Je laisse Fred, je ne sais
pas s'il est encore en vie, je le vois. Ah si, je le vois. Je le vois. J'avais promis que ça soit court, j'avais dit une demi-heure, je l'ai fait. Ouais, C'est bien la première fois. c'est très bien. C'est très bien. Quelques petites questions-réponses. Alors, déjà, pour te dire que ta 4G a bien tenu. Hein, donc, Ouais, c'est cool. enfin, en ce Je qui me ne dirai concerne, pas le nom du FAI parce que personne ne l'aime celui-là. d'accord. Mais donc, elle a bien tenu et tu ne nous diras pas non plus ce qui te fait la fibre. Hein. Donc, pardon. Euh, sur ta petite vidéo, là, tout à l'heure, Ouais, a laquelle? priori, la vidéo sur l'écran du réflectomètre, on avait un gain positif. Alors, On me dit. un gain positif? Oui. Alors, où est-ce qu'on a eu un gain positif? Ça doit être normalement sur la photométrie, je suppose. Avec le réflectomètre, bien négatif. Alors là, et après, on fait les changements de longueur d'onde, peut-être. Hop. Pardon. Voilà. Voilà. J'ai demandé à la Ouais, personne de nous te le dire un petit diront peu dans parce quel. que Voilà. j'ai pas vu. Voilà. Moi, j'accède pas aux questions-réponses, donc je les vois pas. Donc, Ah. Beaucoup de questions sur. Alors, on dit le gain positif se lit sur le graphe. ah, sur le graphique que j'avais utilisé Il me sur semble, voilà, ici, ouais. hop, ici. Oui. Et ici, en fait, on voit les événements de début de fibre. Ouais. En fait, je vois pas de quoi il parle. Là, honnêtement, A priori, là, enfin, si on considère que vers le haut, c'est en positif, mais c'est une atténuation, non en dB, je pense. ouais, c'est une augmentation d'atténuation. Oui. Oui, c'est l'atténuation. Donc, en fait, c'est l'atténuation que l'on voit. Hein, C'est l'augmentation de l'atténuation quand on retrouve face à une épissure mécanique. Ouais, on a une augmentation de. de Ouais. l'atténuation. Donc, l'atténuation, en fait, est, oui, certes positif et loin qu'un gain négatif. Une autre, une autre question. Alors, donc, pour quelle raison la mesure de réflectométrie doit se faire sur une grande distance? Sur une liaison plus petite, la mesure peut-elle se faire et les résultats sont-ils aussi fiables? Seront-ils aussi fiables? Alors, c'est ce que j'ai dit en fait. Hein, c'est-à-dire que sur la réflecto, il faut quand même des distances qui soient suffisantes. Alors après, ça dépend aussi du réflectomètre qu'on utilise, hein, bien entendu. Moi, j'ai fait le parti pris d'un réflectomètre qui est plein d'options avec un prix plutôt sympa. Euh, Après, il faut, voilà, normalement, il faut quand même de la longueur, hein, 150 mètres en monomode. C'est ce qui est normalement recommandé pour faire le réflecto à minima. Moi, j'y arrive sur, voilà, j'ai fait les trois bobines que j'ai enclenchées. Je les ai fait sur, j'avais quoi, allez, je devais avoir 75, 90 mètres en gros, hein, je devais avoir 80 mètres. Ça marchait. J'ai fait des essais de réflecto sur un raccord vraiment deux systèmes du Smart Grid que j'ai monté dans mes ateliers. J'avais les 12 mètres de fibre. Un réflecto, on ne voit rien parce qu'en fait, entre le temps où elle sort de la bobine d'amorce, où elle adapte quand même ses distances,
et ben, en fait, on n'a pas de retour, on n'a rien de spécifique, quoi. On n'a strictement rien qui ressort au niveau de la réflectométrie. Alors, une question aussi qui arrive, hein, tu me dis, à un prix agréable. Donc, un prix agréable, oui, un prix agréable. Avant, il y avait JDSU qui faisait un réflecto à prix plutôt gentil, qui a arrêté. Maintenant, ils font leur 40G qui a 15 000 ou 16 000 euros, je ne sais plus. Moi, je ne sais pas en quel établissement vous êtes, mais 16 000 euros sur un réflecto, j'aimerais pouvoir, mais je pense que je ne sais pas si ma chef des travaux est en train de suivre le webinaire. Elle en a suivi plusieurs. Là, je pense qu'elle est en train de se pendre à son balcon. Donc, voilà, 16 000 euros, c'est pas faisable. De mémoire, comme ça, on est à 4 000 euros sur un réflectomètre avec les options, ce qui voilà, était plutôt sympa. Après, on a fait ça en lot, hein, donc on a eu un avantage de lot. C'est-à-dire qu'on a acheté à bon nombre d'établissements, parce que dans notre académie, au niveau du secteur MELEC et SN, on a eu les prélèves de région et on tous arrive à se mettre d'accord. C'était pas la région qui a fait les appels d'offres, on a reçu ça comment on appelle ça, en fonds d'établissement, en fait, hein, en budget établissement, et on est arrivé à tous se mettre d'accord pour acheter les mêmes produits, c'est-à-dire on va tirer un peu plus les prix. Alors je sais que là j'ai URM qui tousse parce que je suis en train de leur dire que plus on est, plus ils vont être obligés de baisser le prix. Ils le savent, ils me connaissent. Je négocie toujours. Donc voilà, on a pu avoir du matériel à des prix super sympas, justement pour tirer au bas. Alors, ce n'est pas le meilleur réflecto du monde, ça c'est sûr. Il y a largement mieux. Il y a largement mieux. Il y a des entrées, il y a des moyennes gammes aussi. Nous, on est sur de l'entrée de gamme, mais c'est de l'entrée de gamme qui, en fait, au final, fonctionne même plutôt bien pour l'utilité qu'on en a dans l'apprentissage. Je n'ai pas encore fait d'essais réels. Je vais aller faire des essais justement avec des copains sur réseau optique qui sont techniciens itinérants et qui font donc, bien entendu de la maintenance et des essais avec des réflectos. Donc j'emmènerai celui-ci justement pour le mettre à l'essai sur un vrai truc. Là, ça fait 6 mois qu'on l'a, ce réflecto, on travaille avec. Voilà, ça marchait bien. Bon, moi, je voulais faire des essais bientôt. Bon, pour l'instant, le confinement oblige, les essais vont attendre. Donc voilà, on verra ce qu'il en dira. Mais moi, sur les différents essais que j'ai pu avoir à faire dans mes ateliers, je trouve que c'est quelque chose qui est représentatif. On voit bien les marques au bon endroit, les événements se positionnent correctement. Voilà. Donc, on reparle de plage de prix. Donc, voilà, une plage de prix qui est sympathique, c'est 4 000 à 5 000 euros alors. Ouais, oui, je ne l'ai plus en tête, hein, puisque je vous dis, on l'a acheté il y a 6-7 mois, je ne l'ai plus en tête. Mais voilà, c'est quelque chose à 4-5 000 euros. Pour un réflecto, ce n'est pas cher avec les options qu'il a. C'est-à-dire que c'est 4-5 000 euros avec les options, c'est-à-dire que c'est fourni. Le microscopier, enfin bon, voilà, c'est des choses que je trouve pour des jeunes, pour des apprenants, c'est super bien. On n'est pas là pour certifier un réseau fibre optique d'une ville, hein. On est là pour justement leur montrer comment ça fonctionne. Donc, en fait, Hugo et Lionel, hein, qui sont là, nous mettront leur adresse mail dans le chat. Voilà. Non, c'est pas grave. Nous mettrons leur adresse mail dans le chat. Hein, ils pourront vous envoyer la documentation et les différents prix, hein, sur les appareils que l'on propose, localisateur de défaut, réflectomètre, photomètre, etc. Donc, avec des différents prix. On me dit, est-ce que tu as quelque chose pour les étalonnés? Non. Le seul moyen d'étalonner, c'est de le confier à une agence de mesure, hein, qui, voilà. Donc, je sais qu'on a des difficultés, par exemple, par rapport à ce matériel-là, à vouloir le faire étalonner. Moi, je travaille avec deux grands groupes de mesure habituellement, Chauvin-Arnoux et Fluid Networks. Chauvin-Arnoux ne fait pas tout ce qui est fibre, donc Fluid Networks le fait. Par contre, c'est clair que Fluid Networks, si je leur amène mon FHO, ils vont me regarder, ils vont me dire ça, nous, on ne le fait pas. Donc, non, pour l'instant, je ne le fais pas étalonner. Voilà, je travaille avec. On va trouver des solutions pour qu'ils soient contrôlés et vérifiés. Maintenant, tant que la dérive, elle n'est pas trop importante, c'est ce que je vous disais, on n'est pas là pour contrôler dans la vraie vie
une interaction fibre FTTH complète. Donc, pour moi, pour ce qu'on en fait, ça me va très très bien pour l'instant. Voilà. Juste une petite question en termes pédagogiques. Les séances là, que tu fais, parce que pour donner une idée de progression pédagogique sur une séquence, qui pourrait durer combien de séances environ tes élèves? Alors, sur une séquence de quoi? Des webinaires ou de la réflectométrie? Non, des réflectomètres. Voilà, par exemple. En fait, alors, moi, j'ai vraiment pris au pied de la lettre le référentiel Bac Pro MELEC. Peut-être parce que j'ai été un peu aussi au CPC, c'est peut-être pour ça. Donc, voilà, j'ai pas de temps. Je me suis dit, j'ai enlevé le temps. J'ai vraiment voulu enlever le temps de voir si ça fonctionnait. Alors, oui, vous me direz, il y a toujours des élèves qui vont être feignants. Je ne mets pas de temps. C'est-à-dire que voilà, j'ai des jeunes qui, en seconde, c'est la fibre, ils sont mordus déjà de ce principe-là. J'en ai 2 en particulier, ils sont sûrement derrière sous YouTube en train de regarder. Donc, je parle d'eux, ouais, tous ceux qui se sont occupés de faire des vidéos, c'est des mordus. C'est des mordus de la fibre. Voilà, il n'y a pas de temps avec eux. C'est-à-dire qu'ils adorent ça. Ils se mettent dedans. On fait, je sais pas, une demi-heure en fin de journée sur de la réflecto. Le lendemain, ils ont regardé le manuel, ils reviennent, ils font « Ah, monsieur, on va faire comme ça, on va faire comme ça, on va faire comme ça ». Il n'y a pas vraiment de temps. Le bac pro MELEC, c'était un peu l'idée, hein, c'était d'avoir une progression complètement différenciée. Donc, voilà, j'en ai d'autres, ça ne va pas vraiment les botter, cette mesure-là. Bon, il va falloir qu'ils en fassent, donc ça va être plus à traîner les pieds. J'essaye de ne pas utiliser le temps, j'essaye vraiment d'utiliser le principe des activités et de l'augmentation des compétences et la validation de compétences. Je date pas, je mets pas de temps. C'est eux qui font sur une fiche d'activité, en fait, c'est eux qui me disent à quelle heure ils démarrent et à quelle heure ils ont fini l'activité. Et après, quand on fait les bilans, on discute justement de la réactivité de certains par rapport à certains domaines. Est-ce qu'eux doivent améliorer? Donc, même quand il y a des choses qui ne leur plaisent pas, pour l'instant, ils n'ont pas spécialement le choix, c'est-à-dire qu'il va falloir quand même qu'ils en fassent. C'est des mesures, ces mesures-là, il va falloir les faire. Mais je ne mets pas vraiment de temps. Ça, voilà, ça peut durer, on va dire, 1h30, 1h et demie. À certains, ils vont mettre 3 heures pour faire une mesure, voilà, faire un relevé, puis faire une petite analyse de la courbe qui tienne la route. Ça dépend des jeunes. Alors, tout un tas de questions. Je me fais déborder par les questions. Hein. 26 en attente. Ouais. Les références de ton OTDR que tu utilises. Ouais. C'est FHO 5000. Voilà. C'est un MD21 pour les options, en fait. En fait, FHO 5000, il y en a plein qui existent. FHO 5000, il y en a plein qui existent. Et derrière, après, il y a des options. Donc, il y a des, je ne sais plus toutes les références, mais je crois que il y a MD21, il doit y avoir MD26, il doit y avoir des A quelque chose. Enfin, il y en a plusieurs. Après, ça dépend des options que vous voulez qui soient activées dedans. Donc, voilà, moi, c'est un des, pas des full options, mais quasiment, je crois qu'il a à peu près tout dessus. On me dit qu'un collègue enseignant, là, j'ai des élèves qui sont en période de formation au milieu professionnel dans la fibre, et leur patron a utilisé le stylo. Et a priori, mais c'est l'application. Il a raison. Il a raison. C'est-à-dire qu'il est vrai que moi, j'ai eu l'occasion, hein, j'ai été fibré il y a à peu près 1 an, hein, où j'habite. J'ai été fibré, j'ai vu les gars arriver voir la fibre, ils m'ont fait peur, quoi. C'est des gens formés, hein, d'une société qui fait que ça. Une grosse société, je tairai leur nom parce que je ne vais pas être gentil avec eux. Mais les mecs sont arrivés, ils n'avaient pas d'alcool isopropylique pour installer la fibre. L'autre, il a essuyé ça avec son t-shirt, il y a du cambouis jusque dans le cou. Il m'a fait un BPO, il m'a sorti le BPO, le machin était noyé, ils avaient oublié toutes les écames. Ils m'ont fait la totale, quoi. Et c'est comme ça que c'est fait, hein. Et le mec, c'est le seul truc qu'ils ont fait, oui, c'est me sortir le stylo, mettre le stylo pour que l'autre de l'autre côté, il voie la fibre arriver, c'est tout. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait d'essai, parce que pour eux, c'est du fonctionnement. C'est ce que je disais tout à l'heure sur la présentation. Voilà, c'est du fonctionnement. On ne cherche pas que le fonctionnement, on cherche aussi une stabilité. Donc il faut qu'on s'assure qu'il ne va pas y avoir de dégradation, parce que si on commence déjà à avoir une dégradation sur notre installation, on sait qu'elle va s'amplifier et augmenter au fur et à mesure. Donc moi, quand ils me l'ont fait ici, j'ai pleuré, oui. En effet, le BPO qui n'avait pas une seule écame dessus, je lui ai dit que c'était étanche, quoi. BPEO, quoi. Il n'y avait pas d'écame, il l'a retourné, il y avait de l'eau qui coulait, quoi. Voilà, je sais, les professionnels, mais c'est comme pour les électriciens. Je veux dire, les électriciens,
on arrive avec nos certificateurs réseau, nous, NFC 1500, on arrive, on dit, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Prenez l'artisan du coin. Le mec, s'il appuie sur le bouton du différentiel, il dit, c'est bon. Il n'a rien testé de plus. Donc, voilà. En précision, on me demandait une préparation d'une séance, pour toi, c'est beaucoup de temps, c'est par rapport aux élèves. Moi, c'est pas comptable, en fait, parce que dans l'atelier, il n'y en a pas un qui fait la même chose. Alors, pas un. Dire que, voilà, enfin, pas un, ici, pardon, par deux, parce qu'en fait, ils travaillent souvent moi, je les fais travailler quand même souvent en binôme, bien que des fois, ils sont tout seuls. Des fois, il y a certaines tâches qui nécessitent d'être 3 personnes, parce que, voilà, je ne pourrais pas vous dire. Beaucoup de temps. Ça me prend beaucoup de temps. Maintenant, combien exactement, je n'ai pas la notion, parce qu'en fait, je reproduis rarement le même geste. Je ne fais pas de TP tournant. C'est-à-dire qu'on avait demandé à ce que ça ne soit pas fait justement sur le bac Promélec, le TP tournant. On fait vraiment des activités différenciées. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va souder à tel endroit de la fibre, c'est l'autre, ça va être à un autre endroit. Je vais éviter de recouper la fibre pour que le mec il refasse le même TP. Donc voilà, je suis plutôt sur du geste pro avec les compétences, donc les critères observables qu'on doit avoir sur cette compétence-là, plutôt que de dire voilà, on va faire un TP, ils vont tous tourner sur le TP et comme ça, je suis sûr d'avoir validé la même compétence. Non, pareil pour les RJ45, il y en a qui vont faire du RJ45, la programmation d'automate, il y en a qui vont faire du raccordement, il va me raccorder ça. Bon, un moment, quand il a fait du raccordement en souple avec embout, quand il a fait du raccordement avec du rigide, voilà, il a fait du raccordement. Je ne vais pas lui m'imposer de faire le simple allumage, le va-et-vient, le télérupteur, le permutateur. Voilà, il y a des jeunes qui y arrivent, il y en a des jeunes qui lui sont obligés de le faire parce qu'ils n'y arrivent pas, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils s'entraînent à plusieurs reprises. Il y en a d'autres, voilà, on leur montre un bout de schéma, paf, ils savent faire, quoi. Voilà, ils ont compris le principe, ils le font. Voilà, ceux-là, on n'est pas obligé de les envoyer plus loin. Et donc, j'essaie de rebalayer un petit peu les questions, la référence du FTO 2000, donc, toujours à peu près entre 4 et 5 000 euros. Je vois un petit peu les... alors, effectivement, oui, après, on a tout à fait, on a du chinois, hein, le FOH, un seul. En effet. Voilà. C'est du chinois, oui, c'est du matériel chinois. Ce que je disais ce matin aussi sur la fibre, ce que j'utilise, c'est du matériel chinois. Je l'assume, parce qu'ils sont, au niveau production, je crois qu'on n'a plus rien à leur apprendre. Donc, oui, j'assume, c'est du chinois, c'est du matériel qui est fonctionnel et qui n'est pas excessif et qui permet de multiplier, ce que je disais pour les soudeuses ce matin, voilà, j'en ai plusieurs dans l'atelier, je ne pourrais pas me permettre d'avoir plusieurs autres marques bien plus chères. Voilà, j'utilise du Grandway, comme là, c'est Grandway. FHO, c'est Grandway, en fait. Et j'ai retrouvé le nom de la marque exacte, c'est Grandway. Voilà, c'est quelque chose qui vient de Chine, mais qui fonctionne très, très bien pour notre utilité. Voilà, pour revenir un petit peu aux professionnels qui installent la fibre, on précise qu'effectivement, souvent, ce sont des sous-traitants des grands opérateurs et qu'ils ont des forfaits, ils sont payés au forfait, au nombre Bien sûr. Je ne dis pas qu'ils font entièrement tous mal leur travail, ça, on est bien d'accord. Ils ont des temps à respecter. C'est comme ceux qui changent les Linky. Je veux dire, voilà, tout à fait. Ils sont venus me changer le Linky il n'y a pas longtemps. Ils me mettre le Linky il n'y a pas longtemps chez moi. Le mec, il m'a montré son planning. Je lui dis, mais vous faites comment les contrôles? Il me dit, voilà. Ils n'ont pas le temps. C'est-à-dire qu'ils sont payés au forfait, donc obligatoirement, il faut que tout le monde soit payé, que ce soit l'autre technicien qui soit là, que le patron, et ainsi de suite. Alors, je ne dis pas qu'ils font tous mal leur travail, mais moi, le fait que le mec, il arrive, il n'a même pas quelque chose pour essuyer la fibre correctement, qu'il le fasse avec un t-shirt sale, non, qu'on me dise qu'il ne fait pas de réflectométrie sur chaque ligne qu'il pose, je veux bien le comprendre. Il y a des limites à tout. C'est-à-dire que voilà, on a plusieurs stades. Le principe de vente du fonctionnel, les opérateurs nous vendent du débit. Ils ne vendent pas un truc en disant vous aurez la fibre, ça marchera. Non, ils nous vendent un débit, c'est-à-dire qu'ils vont nous dire vous pouvez aller jusqu'à, bon, ils gardent le terme jusqu'à, justement pour limiter la casse. Mais bon, voilà, quand on va prendre un abonnement jusqu'à 2 gigas et qu'on se retrouve avec 150 MB, on se dit bah ouais, mais je suis un peu déçu, quoi. Alors d'autres qui font de la fibre avec du coaxial en bout et puis qu'on se retrouve avec 30 MB, il y en a certains qui se disent merde, j'aurais dû garder ma VDSL parce qu'en temps proche du NRA, j'avais plus, quoi. Voilà. Juste pour information, donc si on me demande le matériel, on parle, je vais avoir des enseignants un petit peu de l'Académie de Toulouse. A priori, vous aurez
le même matériel, hein, puisque c'est SET qui fournit, je crois, la région Occitanie sur tout ce qui est fibre, donc exactement le même matériel qu'à Sébastien. Ouais. D'ailleurs, je pense qu'ils ont aussi accès à ces documents d'accompagnement hors ligne. Il y aura plus de choses, oui, mais ils auront accès à ces parties d'accompagnement, bien entendu. Oui. Voilà. On nous demande quand est-ce qu'a lieu, alors. Avant de ça, je vais vous voir. Pour monter, oui, en fait, c'est une question qui est assez dure à répondre. Parce que je la lis et en même temps, je m'imagine la réponse, mais pour monter, on va dire, un plateau technique fibre dans un atelier. Alors, un plateau technique fibre, le problème, c'est que ça dépend de ce qu'on entend d'un plateau technique fibre. Si on fait que de la fibre, alors je vais peut-être être méchant, mais qui sert à rien, c'est pas très long. Si on monte un plateau technique fibre, comme moi j'ai voulu le monter avec tous les collègues de l'académie, on essaye de faire la même chose, c'est-à-dire d'associer vraiment de la fibre avec des systèmes. Donc on a fait une smart grid avec une smart city où on a monté du matériel, éclairage public connecté, on a monté des batteries réseau, stockeurs réseau, on a des bornes de recharge, on va mettre de l'autoconsommation en PV et on va relier tout ça pour que ça communique sur ce qu'on avait un peu vu sur le smart grid, hein, sur un nœud, c'est-à-dire. Et là, c'est différent parce que là, c'est pas une simple installation de fibre où on va tirer des fils, on va monter notre BPEO, on va se retrouver, on va essayer de faire une vraie installation, donc avec tous les coffrets de rue et ainsi de suite, et de faire de la vraie liaison et que ça soit fonctionnel avec des systèmes, ça met plus de temps. Honnêtement, pour vous dire, la fibre qu'on a déployée, nous, avec les jeunes dans mon établissement, on vient de finir l'installation fibre Smart Grid au complet. Ça fait quoi? Ça fait un petit mois. Donc, on en est dans les tests. Hein. On a mis, avec les élèves, on a dû mettre à peu près 6 mois. Mais parce que voilà, c'est pas du tout le même environnement que de faire un panneau vertical avec... je pose mon matériel sur des panneaux en élaminé, en bois ou en placo, comme vous voulez, mais je mets mes PRI, je mets mes BPO, machin. Non, là, on est allé chercher une villa, on a construit des petites maisonnettes, comme maintenant, hein, en placo plate, en carreau de plate, comme vous voulez, et on est allé attaquer les fibres directement dans les GTL, donc partie com, envoyer, en brancher nos DTO, nos PTO, renvoyer sur un PRI si c'était une représentation d'immeuble, aller au point de mutualisation, aller sur un NRO ou un mini SRO, suivant ce qu'on avait comme obligation et comme matériel. Là, ça demande plus de temps que de le faire sur une petite maquette en 3x3. Voilà. Ensuite, on pose la question s'il existe. Alors, là, je la reprends. Est-ce que les stylos que l'on trouve sont compatibles avec plusieurs types de connecteurs? Et est-ce qu'ils sont à plusieurs longueurs d'onde? Alors, ils sont compatibles avec plusieurs connecteurs. J'aurais une tendance à répondre oui et non. Ça dépend du stylo, c'est toujours pareil. On a des stylos avec des embouts interchangeables justement pour pouvoir arriver sur des connecteurs SC, FC, LC. Il y en a d'autres qui n'ont pas d'embout interchangeable, donc on va pas dire que ça ne marchera pas. Hein. Pour faire une localisation de défaut, on arrivera bien à mettre la lumière dans la fibre, tant bien que mal. Maintenant, bon, ce n'est pas un geste professionnel. Donc voilà, il faut faire attention aux petits stylos qu'on utilise justement pour qu'ils soient adaptés aux connecteurs qu'on utilise. Moi, dans mes ateliers, j'ai des connecteurs SC pour tout ce qui est domicile, hein, comme ça se fait en SC-APC ou en SC-UPC, puisque chez les FAI, ils utilisent les deux suivant lesquels. Et après, par contre, sur tout ce qui est déploiement horizontal, on est sur des connecteurs LC. Voilà. On fait la remarque aussi, hein, le bon geste. Dans les bons gestes professionnels, hein, c'est aussi bien de remettre les bouchons sur les connecteurs, sur les jarretières, les modules de raccordement pour éviter les saletés. Ouais. saletés. Ça fait partie du geste, ça fait partie des évaluations du geste, quoi. C'est-à-dire qu'un jeune qui utilise une jarretière, s'il débouchonne la jarretière et qu'il la pose par contre sur le carter du SRO, ben voilà, c'est pas un geste professionnel. C'est-à-dire qu'on va salir un connecteur qu'on va être obligé d'aller nettoyer pour pouvoir réenclencher, quoi. Donc voilà, il y a des gestes, il y a des petits capuchons qui sont
qui sont mis sur les connecteurs. Ces petits capuchons, ils ont une raison. D'ailleurs, même sur les switches fibre optique, hein, il y a des capuchons étanches, hein, caoutchouc. On est obligé d'en retirer pour mettre nos connecteurs SBC dessus. Et voilà, on le fait. Et si on ne le fait pas correctement, bah oui, ça fait partie du non-geste professionnel. Voilà. On dit que le système RMBT de chez RM est très bien réalisé pour un réseau fibre. Voilà, on possède au lycée Maupertuis de Saint-Malo. On vous remercie pour ça. Effectivement, on a fait un smart grid à l'échelle d'un plateau technique. On va retrouver donc toute la distribution et de puissance et de télécommunications. Hein, où derrière on peut alimenter, parce qu'on l'avait vu un petit peu dans les smart cities, hein, l'éclairage public, des bornes de recharge, de l'autoconsommation, du stockage caméras de réseau. vidéosurveillance, l'affichage dynamique. En fait, voilà. Il y a eu une reproduction à une échelle humaine du matériel professionnel. Et ça, j'y tiens beaucoup parce que j'ai travaillé avec ERM sur cette partie-là. Et ils me connaissent comme je suis chiant au niveau des outils didactiques. Je déteste ça. Un truc qui a été miniaturisé pour faire rien, ben, ça me gonfle. J'aime pas ça, dépenser de l'argent pour rien. Donc, c'est vraiment du produit pro et qui fonctionne très très bien. Et donc tout est fibré, puisqu'en fait, sur le RMBT, on s'est associé avec Cahors, hein, qui est revendeur de matériel justement de Remo, et enfin de tout le matériel cyber Remo qui va avec. Et au tout début, quand on avait réfléchi il y a quelques années de ça, puisqu'on ça fait un petit moment qu'on est sur le projet quand même, et on était parti sur faire un peu de cuivre, et c'est là où Cahors nous a dit attendez, stop, on arrête parce que on n'en fait plus, on va plus en faire. Donc il y a 2 ans et demi ou 3 ans maintenant, quand on a lancé le truc, ils nous ont dit attention, on est en train de virer complètement à la fibre optique au complet, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de liaison, ou très peu de liaison, c'est des liaisons de proximité, quoi. C'est ce qu'on a mis nous, sur notre RMBT. On a un switch fibre optique avec l'arrivée de tout dessus, et après on a une liaison pour faire des connexions d'intervention, donc avec des liaisons RJ45 pour pouvoir brancher un ordinateur portable. Et nous, on s'en est servi pour brancher notre petit NEM. On s'est fait un petit Network Energy Manager, donc une petite application sur un ordinateur, justement, pour contrôler après tout l'ensemble des objets connectés à ce RMBT. Voilà. Et ça ne se résume pas que à du matériel, mais également à des activités pédagogiques, n'est-ce pas, Sébastien, et souvent compatibles CPRO. Elles sont toutes basées sur CPRO. Alors, je sais qu'en France, pas tout le monde utilise CPRO. Moi, j'ai pris l'optique de prendre CPRO puisque c'était un outil qui existait, qui est maintenu. Ça, c'est déjà bien, parce que quand on crée une base à la maison ou par académie, par quelqu'un, je trouve ça compliqué en fait s'il y a un problème avec cette personne-là. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui aient les compétences de maintenir. CPRO, ça marche pas si mal que ça. Ça a ses défauts, ça a ses avantages. Donc, on a proposé justement que tous les scénarios créés pour tous les systèmes en fait soient avec un portable CPRO STI, ce qui vous permet de prendre l'activité qu'on a générée, de la remettre à votre modèle, à votre façon, comme vous voulez. Vous avez les points DocX qui vous sont fournis, et derrière, vous avez la partie CPRO qui est un portable modifiable là aussi. Vous pouvez modifier ce qu'on a mis dedans. Nous, on a défini plein d'activités. On prend l'éclairage public connecté. Il y a 16 grands scénarios avec 19 activités en tout, je crois, comme ça. Et à chaque fois, on a mis les CPRO modifiables, parce que nous, on a donné ce que l'on pensait évaluer en compétences, en termes de critères de compétences sur chaque activité. Après, c'est à vous de faire comme vous le sentez, de modifier. Tout est modifiable, et tout peut vous permettre de travailler comme vous avez envie avec. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour des questions. En fait, il y en a plusieurs qui sont revenus par moment. Hein, alors, a priori, c'est fait ainsi, peut-être une dernière question technique. A priori, tu avais une bobine qui se trouvait en fin de liaison. Ce n'est pas la bobine d'amorce. À quoi sert-elle? Pas là. Une bobine. A priori, tu avais une bobine qui se trouvait en fin de liaison. Oui, en fin de liaison, en fait, c'était pour simplement pour avoir la dernière connectorisation aussi correctement. C'est-à-dire que la réflectométrie ne s'arrête pas directement au dernier PTO. C'est pour que ça aille plus loin et qu'on justement on voie l'événement de ce dernier PTO-là. D'accord. Et pour avoir écoutez, je pense qu'on a fait le tour aujourd'hui de ce qui était réflectométrie, photométrie, stylo, appareil de mesure, etc., bobine d'amorce.
Je remercie une nouvelle fois Sébastien pour sa présentation. Je vous remercie à tous d'avoir participé. Dès la fin du webinaire, là, donc d'ici quelques minutes, j'aurai l'enregistrement après conversion, etc. Laissez-moi je vais dire quelques minutes, mais non, laissez-moi plusieurs minutes, dans 1 ou 2 heures. Ce que je vais essayer de faire, c'est dès ce soir, à l'ensemble des enseignants un petit peu chefs de travaux, c'est de vous faire parvenir, et j'essaie de le faire avant demain matin, l'invitation pour le prochain webinaire, donc qui est sur le plan en particulier de mise en sécurité. Et derrière, donc, dans ce mail d'inscription, je vous mettrai les liens vers les 4 premiers enregistrements vidéo, donc les premiers webinaires sur les Smart Grid, du second sur Smart City. Celui de ce matin, sur les généralités un petit peu des fibres connecteurs, soudeuses, même si on en est un peu vite dessus, soudeuses et puis sur mécanique, et celui de cet après-midi. Voilà. Je vous remercie à tous. Encore, merci d'avoir participé. C'est un plaisir de le faire avec autant de monde. Et on vous dit à très bientôt.